Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes. Ici, plusieurs fois par semaine, depuis plus de 5 ans, mesdames et messieurs, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort après cette extraordinaire émission des 5 ans que j'espère vous avez écouté. On a fait la teuf pendant 3 heures, on a mangé du gâteau, on a bu du champomis, on s'est raconté nos vies, on s'est pris dans nos bras. Il y en a un qui a fini aux toilettes, la tête sur la cuvette, mais là on s'est bien remis, on est bien propre, c'est retour aux fondamentaux. Comme il y a 5 ans, on va analyser un Monday Night Raw, et je suis Raphaël, et je suis avec Papy. Comment ça va Papy? Toi t'as bien digéré? Bonjour petit enfant, bonjour Raphaël. Mais oui, j'ai bien digéré. Bah ouais, en même temps, les petits jeunes là, ils savent plus tenir la route, hein. Ouais, c'était pas comme ça à ton époque. Ah bah, de mon temps là, on repartait au turbin 2 heures après, tout ça. Là, les IRM, tout ça, qui ont fait la grasse matinée, qui ont fait des nuits de 15 heures juste après l'enregistrement. C'est pas vraiment très sérieux tout ça. Oui, en plus toi Papy, on peut le dire au grand public, c'est une double célébration en ce moment, puisque tu fêtes le titre, tu es champion de France. Ah oui, champion de France, tout à fait. Alors je pensais que je ne sais pas sur quoi tu vas me lancer. Oui, bien sûr, bravo Lux, champion de France de Ligue 1. Voilà, bah, c'est tout simplement sur ça, voilà. Belle Je pensais que tu allais célébration, me lancer belle... sur l'anniversaire de Napoléon, mais Ah qu'on s'est non, un peu non, croisés, tout ça, mais non. non, non, le LOSC, ça suffit. Les Bravo le LOSC, c'est fondamentaux. au-dessus de Napoléon, bien sûr. Bah, bien sûr. La preuve, il y en a un qui est toujours là. Exactement. Allez, nous voici pour le Monday Night Raw du 21 mai 2021, toujours au Thunderdome, mais plus pour longtemps, hein. C'est MVP qui débarque au milieu du ring et qui nous le rappelle, encore une fois, que bientôt on repart sur la route. Et il introduit le Almighty, le champion, son champion, Bobby Lashley, qui arrive avec son harem, là, son troupeau de petites gazelles. Je crois que c'est pas les mêmes que la semaine dernière, hein. On Non, a c'est changé pas de les mêmes, hein. casting. Bobby Lashley qui, ma foi, a des goûts féminins plutôt, matures, je dirais. Il a l'air de chercher des femmes, c'est pas des petites, jeunettes, hein, c'est des femmes qui ont visiblement de l'expérience, qui savent ce que c'est que la vie et elles sont là, elles l'encouragent, elles sont derrière lui. Lashley, et MVP, ils disent que, ils en ont marre de Drew McIntyre, hein. Ça fait des mois qu'ils s'accrochent, mais là, c'est fini, ça il y en a plus c'est plus son tour. Drew McIntyre, on appelle son nom, il débarque et lui par contre il veut son rematch, hein. Il dit: «Non, non, moi je veux toujours mon rematch», il considère qu'il l'a pas eu puisque, il y avait, Braun Strowman dans l'eau, il veut un vrai rematch et pour, obtenir ce rematch, il provoque Bobby Lashley en lui disant: «Bobby, oublie MVP, toi, je suis sûr que tu le veux au fond ce rematch, pour te prouver que tu es le meilleur. Ou alors, en fait, non, tu as peur parce que tu sais que tu l'es pas, tu as pas le courage, tu as pas les balls» et il s'adresse aux demoiselles en leur demandant: «Mesdames, est-ce que Bobby Lashley a les balls?» Bon, les femmes, elles sont un petit peu offusquées quand même qu'on leur parle comme ça. C'est des femmes du grand monde qui ont pas été éduquées de cette manière-là, de voir arriver des Écossais torse nu. Là-dessus débarque Kofi Kingston, qui rappelle que lui, il a pin Bobby Lashley la semaine dernière. Effectivement, c'est vrai, c'était le main event lors d'un open challenge assez, inattendu. Drew McIntyre, il lui dit: «Bah, de rien», puisqu'il considère qu'il l'a un peu aidé et ça plaît pas à Kofi Kingston. Kofi Kingston, il monte, il dit: «Quoi, quoi, quoi, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dit là? Tu dis que c'est grâce à toi, mais mec, tu pas réussi depuis des mois à piner Bobby Lashley. Moi, j'y arrive, alors, s'il te plaît, un petit peu de d'humilité et puis quand même, je vais le dire, pour tout le monde dans le vestiaire, mets-toi un peu en bout de ligne là, dans la file des challengers. On en a un peu marre de toi, c'est vrai, il a raison Bobby, un peu autour des autres». Donc ça se toise, ça se regarde mal, donc ça oblige, Adam Pearce à débarquer, le GM qui nous book tout simplement, de la manière la plus évidente du monde, un Drew McIntyre contre Kofi Kingston, pardon, et le gagnant sera le challenger de Bobby Lashley à Hell in a Cell. Et ça, Bobby Lashley et MVP sont plutôt contents à tel point qu'ils vont installer le VIP lounge sous le Titantron avec, des beaux canapes, du champagne et puis les filles et ils regardent, car le match a lieu de suite. Alors déjà, papy, qu'est-ce que tu penses de cette introduction, entre challenger et champion? Et est-ce que c'était, la suite logique d'avoir ce match, de suite là qui nous arrive, en première partie de soirée? Ouais, l'histoire en elle-même est plutôt intéressante, d'avoir, on sait que de toute façon c'est McIntyre et Lashley qui se tournent autour depuis des mois et des mois et des mois et de toute façon McIntyre ne lâche pas sa place de main eventer, principal. D'avoir Kofi qui revient dans l'histoire suite à sa victoire la semaine dernière et puis qui en plus ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui fasse pas de caractère, j'ai trouvé ça plutôt bien. Le c'est on en alors je petit aparté,
Mais c'est vrai que c'est du coup ce qui me manque parfois quand je regarde Cesaro à SmackDown, où je trouve qu'il se fait marcher un peu dessus. Là, pour le coup, Kofi Kingston, dès que Drew McIntyre essaie de se montrer un peu supérieur, il pète un câble, il reprend le dessus. Et voilà, il dit bah non, non, t'es pas méga balèze de Raw qui décide de ce qu'il veut. La victoire, je la dois aussi à moi-même, etc. Donc ça, j'étais plutôt bien senti. Le segment, la manière dont ça a été joué en elle-même, j'ai été un poil moins emballé parce que j'ai trouvé que ça cafouille un peu parfois. Ils se parlaient en même temps les uns sur les autres. Et au final, en plus, je comprenais pas bien si le match avait lieu tout de suite parce que MVP avait l'air de dire ça. Je vais y arriver. Mais par contre, aux commentaires, Adnan Big et toute sa bande disaient plutôt il y aura un match ce soir, mais pourquoi ils disent pas next? C'est bizarre. Donc voilà. C'était une bonne idée. L'exécution est un poil à travailler un poil plus. Ouais, je l'ai pas décrit, mais effectivement, j'ai bien noté moi aussi qu'avec Kofi Kingston et Lashley notamment, ils se marchaient un peu, chacun voulait parler, ils sont un peu coupé la parole, donc les arguments des uns et des autres ont été un peu difficiles à mettre en place. Mais, sinon, moi, j'étais assez surpris d'avoir ce match de suite. On va voir, ce que ça augure, mais effectivement, j'aime bien l'idée du un peu du double challenger, celui qui est passé depuis bien longtemps, enfin qui est toujours là, et puis le petit nouveau qui arrive pour faire une sorte de transition, très certainement. En tout cas, malheureusement, spoiler, on n'aura pas vraiment de décision ce soir puisqu'on a un match qui a lieu, hein, avec quelques moves impressionnants. Drew McIntyre à l'extérieur du ring qui fait un Alabama Slam sur Kofi Kingston sur le rebord du ring. Il envoie une énorme souplesse au milieu du ring aussi, Drew. Évidemment, c'est la force pour l'Écossais. Kofi Kingston, c'est plutôt la vitesse, l'agilité. Il tente tout. Drew McIntyre, il fait un énorme power slam. Il fait un spinebuster, power bomb. Mais Kofi Kingston, il n'arrive jamais à être battu. Il réagit tout le temps à simplement deux. Drew McIntyre, quand il domine, il provoque un peu Bobby Lashley à l'extérieur. Donc Lashley, il finit par descendre de son bon fauteuil et son bon canapé. Et puis finalement, il s'assoit ringside dans un autre fauteuil pour être un petit peu plus près. Kofi Kingston, à un moment donné, il saute depuis le turnbuckle sur Drew McIntyre qui est tombé à l'extérieur du ring. Forcément, ça tombe sur la gueule de Bobby Lashley de MVP, ça fait une pyramide humaine. Et dans la foulée, ben, le champion et son manager viennent tabasser les deux adversaires du soir. Plus Xavier Woods qui était là. Mauvaise idée puisque Bobby Lashley encaisse dans la foulée Trouble in Paradise et Claymore Kick. Boum, belle soirée réussie. Du coup, ça nous arrange pas trop nos affaires, hein, et dans la foulée, dans les instants suivants, on verra dans les vestiaires Adam Pearce qui annonce à Drew et Kofi que la semaine prochaine, il y aura un rematch. Voilà, on va avoir une décision. Il faut qu'on ait la décision la semaine prochaine. Qui sera le challenger à Hell in a Cell pour Bobby Lashley? Et il appelle aussi Bobby Lashley MVP, Adam Pearce, en leur disant très clairement, si vous vous montrez la semaine prochaine, si vous interférez dans ce match-là, eh ben vous êtes suspendu 90 jours sans paye. Du coup, voilà, Bobby Lashley, il est un petit peu vénère, mais a priori, là, on a eu les décisions qui s'imposaient, Papy, non? Oui, il fallait régler ce problème et il insiste bien, Pierce, en disant en plus, vu ta paye, Lashley, 90 jours sans paye, ça va piquer un peu aux fesses cette affaire. Bah, gros match en fait d'ouverture, parce que ce sera le spoiler alert, ce sera le plus gros match de la soirée. 21 minutes 55. Ça tape quand même, hein, ça occupe. Euh, J'étais vachement surpris de la résistance de Kofi Kingston. La semaine dernière, il avait résisté à Lashley, mais résisté en mode je me fais rouler dessus, mais je me relève toujours. Il a comme mis pas mal d'offenses dans la gueule de McIntyre et du coup, bah, je trouve qu'il en sort grandi un peu de ces 2 dernières semaines, Kofi qui revient vraiment sur le devant de la scène et c'est fou parce que t'avais l'impression qu'après sa perte de titre de champion du monde, il était totalement reparti dans la low card, à plus faire grand chose, à se faire la taper par tout le monde. Mais non, quand il y a besoin de réactiver le Kofi mode en hommage à Brie, et ben il y arrive encore bien et la Kofi Mania a de beaux restes. Et, mais donc voilà, bah, ils étirent un peu sur la longueur. Ça permet, comme tu disais tout à l'heure, ça change un peu ça donne un peu de fraîcheur à la rivalité Lashley et McIntyre, d'avoir un Kofi qui se met dedans, même si tu sais pertinemment que c'est pas un mec qui va gagner le titre, ni même probablement qu'il sera challenger numéro un. Mais voilà, c'est plutôt sympa et hâte d'être à la semaine prochaine, quoi. Ouais, toi, t'y crois pas pour Kofi, là? Après, dans la foulée, on ne sait pas si ça donne un match,
en cage ou si ça donne juste un match au pay-per-view. Moi, c'est pour le moment ma petite incertitude sur plein de matchs qui sont en train de se booker. On ne sait pas vraiment lequel sera vraiment, derrière la grille. Peut-être qu'ils le Mais savent pas effec eux-mêmes. Peut-être qu'ils le savent pas eux-mêmes, ouais. Et c'est vrai par contre que j'ai trouvé le match, bah, ils l'ont laissé avoir lieu quoi. Ils sont partis du principe qu'il y aurait pas de résultat ce soir, no contest, mais ils ont quand même laissé, les 2 catcheurs faire de l'excellent boulot et moi j'espère qu'on va s'y tenir et que la semaine prochaine, on n'aura pas Bobby Lashley. De toute façon, au bout d'un moment, ils ont pas intérêt à forcément pourrir toujours les matchs. Il faut bien qu'ils aient un challenger. J'aimerais bien voir, un bel affrontement et j'aurais du mal à pronostiquer quand même, tu vois? Je saurais pas, même si c'est un vrai Hell in a Cell, ça me paraît très logique que ça soit une fan feud pour Drew McIntyre, mais à voir. C'est pas encore décidé cette histoire et c'est plutôt intéressant, je trouve effectivement ce nouveau challenger. Par contre, là, du jour au lendemain, ça renvoie un peu notre ami Braun Strowman dans les limbes. Braun Strowman, on ne le verra que face caméra parce que tout au long du Monday Night Raw, nous allons voir, des clips qui nous rappellent que, bah, bientôt, ça y est, on retrouve du public, c'est cool, en juillet, il y a de la foule et alors, bah, on aura, Braun Strowman, John Morrison, Jeff Hardy, tous ces gens-là qui font des petites vidéos Mandy et backstage, Dana, voilà, Mandy et Dana pour vous dire le niveau, pour nous dire qu'en gros, ils ont hâte, de retrouver du public, quoi. eh ben, ils ont raison et nous aussi on a hâte que le public revienne pour remettre un peu l'ambiance là-dessus. Juste pour finir, ce qui me fait douter un peu de Kofi qui gagne, on y reviendra plus tard, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose prévu pour le New Day, quoi, en termes de rivalité. Donc, c'est pour ça que je doute un peu du fait qu'il puisse, se mettre dans l'histoire du main event. Mais pourquoi pas? C'est c'est vrai, on verra bien. En tout cas, on est, dans une période où il y a, des un peu de fraîcheur, un peu de retour en grâce. On a parlé de la Coffee Mania. Autre retour inattendu dans les vestiaires, on a, Rhea Ripley et Charlotte qui continuent de se parler mal. Voilà, Charlotte, elle rappelle qu'elle est 13 fois championne, et pas Rhea Ripley, voilà, donc elle lui reproche juste d'être née, plus récemment, c'est assez étonnant. Et là, tout d'un coup, surgit Nikki Cross, qu'on en avait aperçu quand même la semaine dernière, dans la division masculine, faire le lumberjack. Et Nikki Cross, elle les défie pour un match ce soir. Charlotte Flair qui dit: «Bah, moi, j'ai un match contre Asuka». En plus, c'est le match pour la challengeuse, là aussi, au titre de Rhea Ripley, mais elle dit: «Sinon, je te bats facile en 2 minutes». Et du coup, Rhea Ripley a dit: «Bah, moi, je peux le faire». Alors Charlotte a dit: «OK, bah, vas-y, bats Nikki Cross en 2 minutes». Et en fait, on part sur un, beat the clock challenge de 2 minutes, où il faut que Rhea Ripley gagne en 2 minutes, sinon c'est Nikki Cross qui gagne. Et bah, Nikki Cross, au début, elle se fait un peu malmener, puis, très vite, elle, devient un peu en mode furie comme on la connaît. Elle prend le dessus sur Rhea Ripley. Ça énerve la championne, qui se met à la tabasser bien entre les cordes, dans un turnbuckle, sauf qu'elle voit pas le temps passer, elle a pas regardé la montre. Elle rate le chrono. Nikki Cross est super contente parce qu'officiellement, elle a gagné. Et Rhea Ripley, elle est un peu vénère, mais elle a un petit sourire en coin quand même en mode: Ouais, merde, je me suis fait avoir». Et Charlotte débarque, elle, Charlotte, elle se fout de la gueule de Rhea Ripley. On va enchaîner sur le match suivant qui est un très gros segment puisque c'est le fameux Charlotte versus Asuka. On a eu le match la semaine dernière, on l'a eu déjà plein de fois, mais on l'a à nouveau. Charlotte déroule énormément son arsenal au début, elle domine. Asuka, elle a du mal à voir le jour. Puis elle va finir par se remettre, notamment grâce à une énorme souplex. Et puis il y aura un concours de hop, on s'envoie des droites, des points, ça sera un peu coup pour coup. Asuka a réussi à éviter le big boot de Charlotte, même si elle prend un coude au passage. Elle évite le moonsault de Charlotte aussi depuis le turnbuckle, mais Charlotte refait le moonsault depuis le sol. Là, elle fait une sorte de double pirouette. Asuka tente un Asuka Lock, elle coince son adversaire, mais en fait c'est Charlotte qui lui glisse au passage une sorte de petit paquet pin et qui remporte cet affrontement. Donc Charlotte clean, Charlotte part affronter Rhea Ripley. C'est fait, c'est officiel à Hell in a Cell et il aura fallu donc un énième, Asuka Charlotte, mais le match de la semaine dernière, vous l'aviez vanté, vous l'aviez adoré papy. Est-ce que tu confirmes à nouveau? Ouais, oui, je confirme sans souci. C'est du toujours du très haut niveau. Je suis épaté par la performance des 2 filles, je suis épaté aussi de revoir Asuka, qui revit là depuis ces dernières semaines après avoir traversé, des mois, je vais pas dire on va dire médiocrité, mais c'est dans le sens moyen de dire, bah, elle avait des rivalités moyennes, des matchs qui sortaient pas de l'ordinaire. Là, depuis qu'elle a remise avec Charlotte, ça va beaucoup mieux. Ils ont le deuxième match le plus long de la soirée puisqu'il fait 21:25.
Est-ce que tu devines, tu sais deviner le timing du match, Nikki Cross-Rhea Ripley à ton avis? Combien de temps il a duré? Il a dû durer à peu près 2 minutes? Exactement, bravo, c'était ta piège, et tu as réussi à t'en sortir. Bravo, quel homme ce Raphaël. Ah merci. Et donc voilà, donc non, non, mais donc rien à dire sur Ripley Cross, hein, franchement, c'est sans intérêt, ça remet juste Nikki Cross sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Nikki Cross, tient les 2 minutes, que Asuka ne perd que par roll-up. On protège un peu toutes ces filles en ce moment. J'ai l'impression qu'ils sont en train de reconstruire une division féminine à Raw après 6 mois à ne rien en faire. Donc, bah, à suivre ces prochaines semaines, ça peut être intéressant. Il y a plusieurs filles qui montrent du talent, puis qui ont quelques victoires, etc. Ça peut redonner de l'intérêt parce que le souci de Raw ces derniers temps, c'était que bah, tu avais une championne et rien derrière. Là, ça peut recommencer à devenir intéressant. Donc, je suis plutôt intéressé par ça. Et à noter parce que et du coup, j'y ai repensé en entendant ton résumé. Le big boot, de Charlotte, qui se termine par un coup de coude, ce serait pas un hommage à Andrade par hasard cette prise-là? Ah, c'est un hommage, je ne sais pas, j'ignorais que Andrade était décédé, toutes mes condoléances à la famille. Non, non, c'est vrai, oui, c'est vrai que ça ressemble à ce qu'il fait d'habitude. Peut-être qu'elle lui a volé, quelques prises, hein, après tout, j'imagine que dans un couple, on peut, s'échanger des prises de finisher, hein, Michel McCool, faisait bien le Tombstone Piledriver, non, je crois? Non, je ne crois pas. Tout à Mais, fait, en se passant le le pouce sur le cou, pardon? en se s'égorgeant elle-même, elle faisait Ah oui, oui, c'est vrai, c'était bien ça. ouais, par contre, on voyait Brie qui piquait des prises régulièrement à Daniel Bryan. C'était Mais pas ça, c'était la forcément huée ça, ouais. très, très apprécié. Non, c'est sûr. Ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça ressemble, un peu à ce que peut faire Andrade, dans sa belle époque. Bah, on attend d'ailleurs de voir Andrade là dans des gros matchs contre Kenny Omega et tout le bordel. Je suis sûr que Ah tu as non, hâte papy. Et ouais. ça peut pas être un gros match contre Kenny Omega. Ah ça, on en parle sur le Discord. Moi, j'ai bien aimé, le retour de Nikki Cross. Ça peut paraître anecdotique, ce truc en 2 minutes, ça passe, ça fait un peu con, mais je trouve qu'elle a l'air, contente d'être là, elle est pas timorée, elle, reprend à fond son personnage un peu de gentille tarée, donc bah, j'aimerais bien la revoir. De toute façon, j'ai jamais compris pourquoi on l'avait squeezée pendant des mois et des mois, notamment, à cette époque où on se faisait chier, comme tu l'as dit, à l'automne-hiver avec Asuka toute seule. Ça aurait pu très bien faire le taf, Nikki Cross, ma foi. Et ben, la revoilà, c'est cool et puis, ben, Asuka Charlotte, j'avoue, je l'ai dit la semaine dernière en commentaire, c'est con parce que ça a l'air à chaque fois d'être des très bons matchs, mais à chaque fois et là, je me suis encore fait avoir, bah, je me dis, «Ah on l'a vu et revu», donc je me mets à le regarder un petit peu d'un œil, je me fais avoir, je regarde un peu mon téléphone, j'ai le Discord et puis après je regarde et puis «Ah tiens, j'ai raté sûrement des gros moves». Mais, bah, ça fait une feud, solide, entre challengers en fait là depuis le dernier pay-per-view. Rhea Ripley elle catch, pas beaucoup, mais là par contre, j'espère que ce match-là est en cage, ça serait bien, ça pourrait être chouette. Rhea Ripley, elle aime bien les cages, hein, War Games, c'était son truc donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avançons dans cette soirée où nous arrivons à un moment d'intensité dramatique, le genre de choses qu'on n'aime pas voir à Catch Up, qu'on n'aimerait pas voir dans l'équipe de Catch Up en tout cas. C'est un déchirement amical. C'est la fin d'une team. C'est Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui continuent de s'affronter. La dernière fois, Shelton avait gagné, mais là, Cédric, il est très vénère et il prend même le micro, hein. Il a trop de choses à dire avant même le match et il accuse Shelton Benjamin d'être washed out, d'être rincé, d'être hors de forme, d'être dépassé. Et il lui dit qu'ils ont été sortis du néant pour devenir le Hurt Business, mais qu'ils ont été rejetés du hard business, ça c'est à cause de lui entièrement, il lui en veut énormément, il lui dit: «Mais de toute façon c'est pas si grave pour moi je suis dans ma jeunesse, je suis dans ma prime jeunesse, toi t'es vieux, tu vas disparaître, tu là depuis trop longtemps et là je vais te battre et tu vas finir par, disparaître, totalement». Donc c'est très, très, très vénère, hein, et le match, est un peu dans le même style, ça se rend coup pour coup, il y a pas vraiment de phase de domination de l'un ou de l'autre, hein, ils enchaînent, dans tous les sens. Cedric Alexander arrive à prendre le dessus, il méprise son adversaire, là, il lui met des baffes au sol, mais Shelton se réveille, il lui envoie des German suplex dans tous les sens. Et Benjamin, là, qui fait son catch à l'ancienne. Sauf que Cedric Alexander réussit à lui mettre son doigt dans l'œil, ça fait très mal, et ça permet de placer son finisher, le Neuralizer. Donc Alexander gagne, ce qui fait qu'on est à un partout. On part vers la belle, là, non, papy, de cette feud. Est-ce que ça te plaît tout ça?
Non, pas vraiment, non. La belle, d'ailleurs, ce serait un terme pas forcément approprié. J'ai du mal avec cette FUD, en fait. Les gars, la séparation du hors business, elle est pas forcément tombée au bon moment. Enfin, surtout la séparation entre eux deux, en fait, ils sont passés du temps à se chercher des coups dans la tête, même si l'un des deux est complètement chauve. Mmh. Pour au final se remettre copains comme avant, pour au final se séparer du jour au lendemain. Avec un Shelton excuse-moi, un Cedric Alexander qui fait une espèce de personnage d'hystérique au micro, a du mal à me convaincre pour l'instant. Donc du coup, en fait, la rivalité a du mal à me convaincre pour l'instant. Le match était plutôt long aussi, hein. On est comme pas mal de matchs qui dépassaient 10 minutes ce soir, puisqu'il faisait 11 minutes 55. Mais je sais pas, j'accroche pas en fait à la rivalité entre les deux. Le catch était pas sale non plus, mais je n'ai pas envie de les voir s'affronter pour l'instant en fait. Je sais pas sur quoi ça peut déboucher derrière en fait. Il y a pas de hormis le fait que bah voilà ils étaient copains puis maintenant ils s'aiment plus parce que l'un des deux est le jeune est hystérique et le vétéran veut se faire montrer son respect. Euh, le reste voilà il y a pas trop il y a pas assez de nouveautés pour moi en fait. Donc du coup bah, ces personnages là ne m'intéressent pas. Ah ouais, moi j'aime bien les matchs que ça donne et je trouve que, bah, Shelton Benjamin justement, il rappelle un peu, qu'il sait faire pas mal de choses sur le ring. Je trouve, les matchs assez animés. Après je pense que c'est, ce qu'on appelle une feuille de transition, c'est-à-dire effectivement il y a pas vraiment de bonne issue, qui va la gagner ou pas et ils partiront peut-être sur autre chose et malheureusement, je confirme ce que dit, Cédric Alexander. Je pense que l'un des 2, voire les 2, d'ici 2, 3 mois, à moins d'une extraordinaire, remise en forme, on les verra plus beaucoup, hein. Je sens qu'ils vont revenir un peu dans la low card où ils étaient, Cédric Alexander, où il était quand il a été récupéré là, quand il était avec, Mustafa Ali et autres. Mm. Mais bon, peut-être que ça a dû arriver trop tôt, parce que c'est arrivé au moment où Lashley lui-même les a dégagés, donc on était un peu focus sur le champion du monde, ça aurait pu, ils auraient pu rester une team un petit peu, puis se reséparer plus tard pour que ça fasse un peu, un autre point culminant de toute cette histoire. Là, c'est peut-être, précipité. Après bon, moi j'aime bien les matchs, ça me convainc, ça me fait passer un bon moment, donc je suis peut-être moins sévère que toi. Bah, après, tu vois, tu fais bien d'en parler, c'est une feud fratricide entre deux gars d'une même équipe, et une équipe qui finalement n'aura pas eu énormément de vécu. Elle n'aura même pas duré un an, je pense, cette équipe-là, Ouais. vu que Alexander est arrivé assez tard dans leur business. Et en plus, elle n'aura pas duré un an, et la moitié du temps, il s'est en train de se foutre sur la gueule. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai du mal à être investi on va dire, émotionnellement dans cette histoire, quoi. Ils s'aiment pas, mais bon, ok, bah, de toute façon, on sait bien que vous aimez pas dès le début. Oui, oui, c'est vrai que même dans leur business, il y a eu des tensions, il y a eu des disputes, donc c'est un peu, c'est peut-être un peu ce qui est de trop effectivement parce que oui, c'est fratricide, mais pas tant parce que fratricide, c'est entre frères et là, on les a jamais sentis trop potes, donc effectivement, l'intensité que met Cédric Alexander, elle est peut-être un petit peu exagérée quand même. Yep. Intensité toujours, nous y restons avec un match qui voit s'affronter, Xavier Woods contre Matt Riddle. Tout ça au nom de la peu de tension de ces dernières semaines entre la fameuse team RK Bro et le New Day, hein, qui s'étaient croisés dans les vestiaires. Il y avait eu quelques soucis, ça s'était mal entendu. Kofi Kingston, il aime pas trop Randy Orton, hein, il y a eu gros passif entre eux. Matt Riddle, il protège un peu son nouveau pote, donc ça nous donne un affrontement. Un affrontement qui va être d'une très grande intensité, j'ai trouvé, avec notamment un concours de suplex, hein. Ils vont chacun envoyer des grosses suplexes dans la tronche de l'autre, échange de coups aussi, les coups de pied pieds nus de Matt Riddle, les coups de coude de Xavier Woods. Ils vont s'envoyer même une double closest line réciproque où ils finissent tous les deux gisant au milieu du ring. Xavier Woods fait une sorte de d'attitude adjustment, j'appelle ça, sur Matt Riddle sur le rebord du ring là, donc ça tombe sévère. Le membre du New Day, il envoie du dropkick depuis la troisième corde. Il faut une séquence assez rigolote, alors je sais pas comment décrire ça, mais Matt Riddle, il porte Xavier Woods un peu pour placer son finisher, là, son Broderick, sauf qu'il se penche un peu trop en arrière, et Xavier Woods, il retourne la prise, et c'est lui qui porte Matt Riddle, et puis il réinverse ça, là, ils font une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, de chenille ou d'escargot. Et Riddle place une German suplex énorme depuis la deuxième corde à Xavier Woods qui était à l'extérieur en le soulevant, mais la nuque est pas passée loin sur ce coup-là. On a eu un peu peur.
Mais Xavier Woods a l'air en pleine forme. Matt Riddle est obligé de tenter un floating bro qui va être raté. C'est une sorte de moonsault. Alors finalement, eh ben, désespéré, à bout de souffle, Matt Riddle nous claque un RKO sur Xavier Woods et ça passe et il gagne. Voilà, il est vénère. Le petit Australien, il est en train d'être bah, petit à petit conquis dans son esprit et dans son moveset par celui de la Vipère qu'on ne verra pas ce soir. Il n'y a pas de Randy Orton, mais bah, gros match et finisher surprenant. Ça t'intéresse, ça, papy, cette avancée de cette rivalité dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais il y a autre chose pour le New Day, je pense. On y est en plein là. Ouais, c'est exactement à ça que je pensais. Effectivement, je pense que New et Riddle Orton, ça va certainement redémarrer sur les chapeaux de route très rapidement. Il y a eu beaucoup de surprises en fait dans ce match-là parce que je pensais pas que ça durait aussi longtemps, 12 minutes 50. Je pensais pas que ce serait aussi intense parce que Xavier Wood, là, ça y est, s'est rappelé qu'il était catcheur et pas trompettiste. Donc il nous a ressorti pas mal de gros moves, des moves assez impressionnants physiquement aussi pour un gars de sa taille. C'est un catcheur solo là, à ses débuts, Xavier Woods. Donc c'est bien qu'il revienne un peu à ses premières amours. Donc voilà, beaucoup d'intensité et un physique surprenant qui confirme un peu ce que je pressens et ce que j'espère. C'est un Matt Riddle qui quitte petit à petit le personnage de rigolo de service et puis qui monte ton game, qui monte ton niveau. Sympa aussi de voir qu'Orton le laisse utiliser son finisher. Enfin, il y a du. Là, j'ai l'impression vraiment qu'ils se disent, oh, allez, on va faire quelque chose de Riddle. On arrête les conneries. Maintenant, on y va sérieusement. Et puis, bah, c'est pas mal du tout, quoi. Ouais, ça pour le coup, j'ai envie de voir ce qui va se passer la suite de la rivalité. Là, pour le coup, elle m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Donc, vivement la suite. Je suis comme toi, j'ai été très séduit par ce match et globalement, c'est encore un gros point positif de ce Monday Night Raw dont on parlera en conclusion. On a quand même vu des très bons matchs. Xavier Woods, moi, je trouve que c'est effectivement un catcheur. On pourrait en parler, peut-être, je sais pas si on peut dire sous-coté, mais en tout cas, qui a fait toute une carrière tag team, qui a fait des très gros matchs, il n'y a pas de souci, mais le mec est assez impressionnant hein, quand on, pour faire la comparaison avec le fameux Cesaro qui est dans la vague là en ce moment, qui est appelé l'homme le plus fort pound to pound, donc toute proportion gardée. Je pense que Xavier Woods, toute proportion gardée, il est quand même assez balèze hein, parce que c'est loin d'être le plus grand gabarit, mais il te soulève ses adversaires qui sont bien plus grands que lui avec une facilité déconcertante. J'ai bien aimé l'affrontement et je trouve très bien qu'il n'y ait pas eu Randy Orton, mais que son ombre a plané sur cette fin de match. Moi aussi, je pense qu'on va vers peut-être un Matt Riddle un peu plus intéressant et qui va évoluer, glisser vers autre chose. Et ça me parle, ça me plaît et je trouve ça pas mal aussi que quand on a une rivalité tag team, on n'est pas forcément les quatre mecs à chaque fois, tout le temps, qui sont backstage ou ringside s'il y a un single match entre l'un de chaque membre du groupe. Là, voilà, on n'a pas Kofi Kingston, il est ailleurs, on n'a pas Randy Orton, mais on a quand même quelque chose qui fait bien avancer la FUD et qui donne envie de voir un peu plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, grosse réussite que ce match, grosse bonne surprise. Puisqu'on parle de rivalité tag team avec plein de mecs autour du ring, eh ben on enchaîne avec les champions tag team, tout simplement, AJ Styles, qui affronte en solo Jackson Ryker. Et là, pour le coup, on commence le match sans personne autour du ring, hein, ils sont bien que tous les deux. Jackson Ryker qui montre, qui a l'occasion de montrer un peu que lui aussi, il est pas pourri, il est assez costaud, il fait pareil, superplex souplex sur AJ Styles en faisant appui rebond sur les cordes. Donc ensuite il prend un peu la domination, Riker. Et puis à un moment donné, alors que là, il envoie Riker envoie AJ Styles un petit peu se reposer dans les cordes. Pendant que l'arbitre voit pas, Elias surgit du néant. Énorme apparition façon Undertaker. Il envoie un gros coup de genou dans la tempe d'AJ Styles et il part se cacher derrière les barricades. Jackson Ryker, lui, il peut placer son finisher, dont je connais pas le nom, mais il remporte la victoire quand même, hein. Il bat AJ Styles, Jackson Ryker. Elias, il est caché derrière la murette. Il pouffe, il est bien content de sa blague. Sauf que tout d'un coup, il lève les yeux au-dessus de lui. On a une magnifique contre-plongée dans la WWE fan. C'est Homos qui est là, qui se tient de toute sa hauteur et qui chope Elias et qui le sort de sa cachette et qui se met à courser les deux partenaires tag team. Donc
On a une image assez impressionnante où il va même charger Elias en le poussant sur les fameuses pancartes lumineuses là, sur les LED du Titantron. AJ Styles, il est toujours au milieu du ring, il a pas trop compris ce qui s'est passé, mais là, voilà, on a une feud qui continue et on vous l'aviez, évoqué en analyse du dernier Raw sur les positionnements. Là, je pense qu'on s'éclaircit plutôt vers ce qu'on pressentait, c'est-à-dire, bah, Omos, il est assez populaire et il a fait glisser sa tag team, du côté des gentils et Elias quand même, il fait des coups de genoux en douce et il se cache, c'est plutôt du côté des méchants ça, papy, non? Je suis d'accord avec toi, effectivement. Il y avait le débat la semaine dernière sur qui était plus gentil, qui était plus méchant, qui il est gentil, qui il est méchant. Là, Elias a l'air plutôt méchant parce qu'il est à la fois fourbe, vu qu'il attaque dans le dos, à la fois stupide, vu qu'il reste à proximité après sa blague, au lieu de se barrer comme un gros con. Donc voilà, bon, enfin, l'équipe Riker, Elias, elle fera jamais de méga étincelles, mais elle me plaît plutôt parce que elle a ce petit côté débile qui est plaisant chez les heels. En plus, ils sont pas maladroits en ce moment dans le ring avec des prestations honnêtes, on va dire, avec des physiques assez impressionnants, tous les deux en plus, parce que les deux sont plutôt musculeux et plutôt secs, donc c'est plutôt impressionnant de les voir dans le ring. Riker et Styles, du coup, ça m'a fait. En les voyant se battre, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas un match qu'il y a déjà eu sous d'autres fédérations actuellement canadiennes qui ont de l'impact? Je ne saurais dire. En tout cas, là, bon, c'était très court, hein, ça a duré 2 minutes 5. Mais c'est du classique, quoi. Les champions, quand tu as le plus faible, enfin, du moins le plus petit entre les cordes, bah, ils perdent tous ces matchs solo. Et puis, bah, quand ils seront en équipe, et bah, ils battront Riker et Elias. Je pense que ça ne fait pas un pli. Oui, c'est étonnant, hein, d'avoir AJ Styles dans cette position du maillon faible presque de leur équipe. En tout cas, Homo s'impressionne, hein, il a fait, une petite course de 100 mètres bien rapide. Moi, je suis d'accord, je les aime bien ces méchants-là. C'est vrai qu'Elias, il a l'air, bené souvent, mais ils sont impressionnants physiquement. Jackson Ryker, je le découvre. Fact-checking, peuple de ketchup pour nous dire si ces 2 là se sont déjà affrontés. Mais ma foi, c'est pas pourri. 2 minutes, c'est effectivement très court, par rapport à déjà tout ce qu'on vient d'avoir dans ce show, mais ça m'a plutôt plu, ça m'a bien amusé là de voir cette course-là, puis Omos surgir du néant. Donc bah, ils ont trouvé un phénomène de foire là avec ce géant, nigérian, mais je trouve qu'ils l'ont utilisé pour le moment de bonne manière, hein. C'était pas forcément, gagné quand tu as un mec comme ça qui débarque, sans trop d'expérience et tout, dire: «Tiens, on va le mettre en tag team», en plus avec un mec qui a jamais été, en tag team, mais ça marche, donc bonne idée. Le booker qui a trouvé ça, mon respect. Mes félicitations, monsieur. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Et nous arrivons, vers la fin du show, forcément, on s'avance petit à petit. Sheamus débarque, l'Irlandais, et affronte, eh ben, Humberto Carrillo qu'on croyait blessé et qui finalement, ben, s'en sort pas trop mal, hein. Il s'est pas fait si mal que ça au genou. On avait peur avec tonton Chris, on avait analysé, ce Monday Night Raw ensemble, on avait vraiment eu peur pour ses croisés. Bah, finalement, le Miz s'est fait la blessure, peu de temps après, mais Carrillo, ça va. Et ben, dès le début du match, Sheamus, il essaye de lui rouler dessus, hein. Il attaque, il l'envoie à l'extérieur du ring, il lui tabasse le poitrail, mais finalement, Humberto, bah, comme toujours, va avoir son petit retour en force, son réveil à coup de dropkick, il fait un suicide dive énorme, qui envoie Sheamus la tête vraiment contre la table des commentateurs. Il va faire un coup de genou retourné, donc il a sa phase de domination qui ne dure pas longtemps. Sheamus réussit à complètement annihiler les espoirs en lui roulant dessus, en le tenant par le slip, en pesant de tout son poids par un roll-up. Voilà, l'Irlandais gagne par roll-up, ça lui suffit. Mais il continue son tabassage, hein, il envoie des coups dans la gueule de pauvre Carrillo. Il lui place la Cloverleaf, sa frise de soumission. Mais pendant qu'il place la Cloverleaf, il se retourne et il voit sur le turnbuckle un super-héros, une légende, un homme qui vient, un redresseur de tort qui surgit du néant. C'est Ricochet qui débarque et les deux High Flyers qui vont alors enchaîner l'Irlandais avec des reverse splash, du 450. Il prend une belle musique, Sheamus, et puis, bah, voilà, les petits gabarits sont contents, tonton Chris, devait être très content, et est-ce que papy, tu plutôt content de tout ça là? On a un retour de Carrillo qui était assez inespéré et bah, Ricochet qui avait, occupé l'intervalle, qui dit quand même que, bah, il a envie d'apparaître à l'écran, donc tout le monde est là finalement. Ouais, c'est bien
que Ricochet reste dans l'histoire, même si Cario est revenu plus vite que prévu, ça permet comme de dire que c'était pas juste un intermède et c'est plutôt intéressant pour lui de rester dans la title picture, j'ai envie de dire, du titre US. Ça me fait penser à King Kong, cette affaire. T'as Sheamus là, qui est énorme, et puis t'as tous les petits moucherons qui lui volent autour. Et puis il en tape un, t'as l'autre qui l'attaque, etc. Attention, attention, hein, et à ne pas tomber, Sheamus, à ne pas tomber de l'Empire State Building. Là, c'est pas gagné hein, non plus cette affaire. Mais ouais, bah on en parlait tout à l'heure pour les filles où ça reconstruisait un peu la division féminine avec des têtes qui revenaient, ou des têtes qui refaisaient des bons matchs. Là, c'est un peu pareil. Là, j'ai l'impression que Sheamus, champion US, c'est l'occasion d'avoir une grosse star parce que Sheamus, c'est Hall of Famer sans souci derrière, qui a le titre. Et puis, du coup, de remettre un peu des gars qui étaient pas dans l'oubli, mais pas loin, et de leur redonner un peu leur remettre le pied à l'étrier, puis avec justement la lumière du champion, quoi. Donc, c'est pas mal. Personnellement, je ne vois aucun des deux challengers pouvoir aller chercher chez Sheamus réellement, mais en tout cas, ça leur fait du bien de reprendre du temps d'antenne et de reprendre, voilà, de recatcher de nouveau. Pour la suite, ce sera pas mal quand le public va revenir. Au moins, ces gars-là, ils seront pas oubliés depuis trop longtemps. Ouais, je pense que c'est une bonne analyse, effectivement de ta part. Sheamus, il est en très grande forme, il a le titre et voilà, il est bien installé. Je pense qu'on est tous, à peu près conscients qu'il devrait garder le titre un moment. Donc on va avoir une sorte de, je sais pas si c'est une valse des challengers, mais en tout cas, on va ressurgir un peu des mecs qui ont besoin de temps d'antenne. Ça leur fait du bien. En plus, il y a une opposition de style qui est, bon, grand classique du catch, mais voilà, la force brute et les high flyers, qui font plaisir à voir, je trouve. C'est plutôt agréable. Pour le moment, on a quand même depuis qu'il est de je pense que depuis WrestleMania, hein, on n'a jamais eu de vrai, United States Championship match, hein. Sheamus, il affronte, mais il met jamais son titre en jeu, donc ça serait peut-être temps au prochain pay-per-view et bah, je suis plutôt content de voir, ces 2 mecs-là. C'est vrai que ces temps-ci à Raw, on a eu des plutôt bons shows, par contre, on a eu des gens qui ont du mal à se maintenir à l'écran, hein. Je pense à Angel Garza et Drew Gulak qu'on n'a pas vu. Tonton Chris qui va être sûrement triste de s'en rendre compte. Mais Damian Priest, bah, la feud avec le Miz a un peu fini. Pour le moment, il n'est pas trop là. Et par association d'idées, en pensant à Ricochet, j'ai pensé à Mustafa Ali qui a disparu. J'ai pensé aussi à, du coup, à Mace et Bon, Tibar. voilà. Hein? Les deux autres cons qui sont plus là non plus. Bah ouais, c'est impressionnant ça. Ils étaient quand même, genre ils ont fait, 1 ou 2 Raw là où ils étaient à l'opener et au finisher, ils attaquaient Drew McIntyre, on se demandait si c'était les copains d'MVP puis, finalement, Jinder non bah plus non. était pas là, hein. Il est revenu la semaine dernière, hop, directement aux oubliettes. Ouais, c'est vrai, Mansour non plus, toujours pas revenu de sa baston contre Sheamus. Peut-être qu'on va avoir une sorte de revival du clan, Ricochet, Ali, Alexander, les petits gabarits là avec Ricochet, Carrillo et Mansour, je ne sais pas, mais bon, on verra. En tout cas, c'est plutôt des affrontements effectivement faciles avec les petits moustiques, qui finissent par avoir la peau du grand gorille. Moi, ça me plaît bien et je suis curieux de voir la suite. Par contre, j'espère pour toi, papy, que ça va pas donner un handicap match quand même. J'ai peur, mais je vois plus un genre triple threat avec les deux qui s'allient contre Sheamus, puis qui du coup le mettent de côté, puis se retrouvent, et puis on pense qu'ils vont gagner, et puis Sheamus qui redébarque, et puis qui met tout le monde d'accord. Je le vois plus sous ce schéma-là, cette rivalité. Mais effectivement, tu faisais bien de le rappeler, il y a eu beaucoup, beaucoup d'absents dans ce Monday Night Raw. Bah ça montre aussi la profondeur du roster parce que pour autant, ils étaient pas là et pourtant, j'ai pas senti qu'il y avait des gars trop utilisés dans cet épisode et j'ai trouvé que les gens étaient plutôt à leur place, quoi. Ah ouais, bah là, on a, je pense, tout à fait la situation d'un Raw où il y a plusieurs longs matchs et forcément, bah voilà, quand on a 3 matchs qui dépassent les 2 matchs qui dépassent les 20 minutes et puis des matchs de 10 minutes à côté, 10-12 minutes, c'est bah, voilà, on n'a pas besoin de grand monde finalement, ça fait le taf et puis on arrive, au main event justement. Alors, moi je me suis demandé, hein, pendant le show à plusieurs reprises, qu'est-ce qui allait faire le main event? Je voyais pas trop et puis finalement, bah, ce seront les filles et ce sont les filles de la division tag team. Au micro, nous voyons, Shayna Baszler et Nia Jax, pour leur rematch qui sont tendues et tendues, elles se disputent au sujet de Reginald, hein. Clairement, Shayna Baszler a dit: «Reginald, il nous fait chier, il nous fait perdre».
Nia Jax, elle le défend quand même, le pauvre, il a pris des flammes dans les yeux la semaine dernière. D'ailleurs, il a des lunettes noires, hein, il y voit plus trop, Reginald, il nous fait une Gilbert Montagné là et Shayna Baszler lui dit clairement, «Si tu veux nous aider», puisque c'est ce que dit Reginald, il dit: «Moi, je veux juste aider». Il dit: «Bah, si tu veux nous aider, tu ne viens pas. Ce soir, tu restes, voilà, au vestiaire. Tu es pas sélectionné, tu restes, en coulisses, tu qu'à te soigner les yeux, te mettre du collyre et puis nous, on va aller regagner nos titres. On est la force, inarrêtable, unstoppable force» et les voici partis pour récupérer leur titre contre Natalya et Tamina. Match qui commence d'ailleurs de manière assez, intense puisque, Shayna Baszler va placer le sharpshooter à Natalya, grosse humiliation. Elle va lui travailler ensuite son bras, Nia Jax idem, elle fait du leg drop sur le bras de Natalya et Reginald finit par arriver. Figurez-vous, il désobéit à Shayna Baszler, il arrive sur le bord du ring, il regarde, le match, il encourage. Natalya, elle place une German suplex à Shayna Baszler, au passage, puisqu'elle est distraite. On a un segment Tamina contre Nia Jax, j'ai trouvé un peu laborieux, un peu lent là, surtout, Nia Jax quand elle glisse, tombe à l'extérieur du ring, c'est pas très fluide. La tag team, Tamina travaille Shayna Baszler à 2, elles enchaînent, il y a du bordel un peu dehors, Nia Jax, Tamina, elles se foutent sur la gueule. Tamina est même envoyée, par-dessus les barricades, elle disparaît, là, un peu comme si il restait peut-être des zombies de la semaine dernière derrière Tamina, elle disparaît, Nia Jax, elle l'a envoyée de l'autre côté de la barricade. Shayna Baszler, pendant ce temps-là, réussit un roll-up sur Natalya, mais malheureusement, bah, c'était assez prévisible. Reginald était en train de discuter avec l'arbitre parce qu'il était monté sur le rebord du ring, donc il y a pas de tombée qui est comptée. Et Shayna Baszler, évidemment, elle est furieuse. Elle dit à Reginald: «Mais putain, allez, encore une fois, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Je l'avais la victoire. Allez, dégage, dégage, casse-toi, tu nous fais chier». Reginald, il est piteux. Il comprend qu'il a encore merdé. Il s'en va et il commence à monter sur le Titantron. Et tout d'un coup, alors qu'il arrive au niveau de la rampe, de lancement là-haut, pouf, il y a les flammes qui apparaissent tout autour de lui. Ah là là, il est à nouveau aveuglé, là, il roule, aussi bien que Randy Orton quand il avait pris la flamme, dans les yeux d'Alexa Bliss, là, à peu près le même acting et ah, mes yeux, j'ai mal aux yeux. Et forcément, pendant ce temps-là, roll-up de Natalya sur Shayna Baszler, les championnes gardent leur titre, ce qui fait que Baszler, elle va aller choper Reginald à l'extérieur et elle le traite de son of a bitch, de fils de hein, voilà. Mine de rien, si tout le monde a bien compris, même si c'était très vénère et sans micro, visiblement, elle veut affronter Reginald la semaine prochaine. Elle veut lui mettre sur la gueule. Et ben voilà, ça donne envie d'être la semaine prochaine, papy, cette fin de show. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça. J'ai partagé cette fin de show parce que à la fois, je trouve ça bien, globalement, de mettre des ceintures en main event. Donc, c'est plutôt un bon point. Je trouve aussi que Shayna Baszler, depuis quelques semaines, elle reprend pas mal de poils de la bête. Alors, certes, elle continue à perdre, à prendre des tombées, etc. Mais par contre, c'est vraiment devenu la personne dominante de l'équipe, alors que jusqu'à présent, c'était juste Nia Jax qui parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle qui faisait des ouais, ouais, et puis voilà quoi. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle le domine à mort et Nia Jax est bien plus en retrait. Même pendant le match, là, on l'a pas trop vu, euh, ou hormis pour des passages qui étaient assez moyens, comme tu as pu le dire. Donc voilà, et j'aime bien la petite interaction avec Reginald. Le point négatif, c'est que c'était à moyennasse hein, dans le ring. C'est pas très très propre tout ça. C'est Tamina, c'est pas parfait parfait. Nia Jax, bon, c'est comme toujours. Donc voilà, il y a c'est pas le plus gros match de la soirée, même s'il a quand même duré quasiment 12 minutes. Je crois que c'est 11 minutes 45 secondes, voilà. Donc quasiment 12 minutes. Euh, voilà, je m'interroge sur les flammes, parce que bon, effectivement, c'est Alexa Bliss qui se cache derrière tout ça. Euh, qui est-ce qu'elle attaque vraiment? Je me demande. Alors, je me demandais la semaine dernière, elle voulait faire une feud contre Shayna Baszler, qui aurait pu être intéressante. Là, je change un peu mon truc. Je me demande si elle n'est pas contre tout ce qui tourne autour de Nia Jax, en fait. Tu vois, son ancienne méga copine. Est-ce que du coup, elle en voudrait pas à Shayna Baszler et à Reginald, qui, mine de rien, vient de se faire cramer la gueule 2 fois de suite? Je sais pas que dire. J'arrive pas encore à déterminer, mais enfin, on parlait du fait qu'elle tourne sur la division tag team. Moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment qu'elle tourne autour de l'équipe Nia Jax, Shayna Baszler.
Et puis on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. En tout cas, je suis bien content de pas avoir vu sa gueule. Ça lui évite un flop déjà. Et puis bah voilà, faut que ça avance maintenant. Et j'espère que Shayna va continuer à surfer sur cette vague ou cette vaguelette, on va dire, où elle prend un peu le dessus dans sa tag team. Ouais, c'est le même point positif que je souligne, j'ai bien aimé l'intensité de Shayna Baszler. Après, je suis pas très, hypé par leur, futur affrontement. Reginald, il en aura fait pas mal, hein, des matchs intergender, mais malheureusement, je crois que jusqu'à présent, il n'a jamais levé la main sur une seule femme, hein, que ce soit, je sais plus qui il a affronté. Il a affronté Carmella, il a affronté Sasha Banks. Il a dû avoir 2-3 matchs comme ça, mais il se fait toujours, dominer, le pauvre petit. Donc je suis curieux de voir ça, mais, je crois que tu soulèves une excellente hypothèse, papy, félicitations à toi. Dans notre, 1er épisode des Comptoirs du catch, cette émission où on lance des débats et où on parle autour d'une table, de sujets divers et variés, on a évoqué la carrière du Fiend. Et rappelez-vous que le Fiend, c'était un peu cette entité qui vengeait Bray Wyatt, qui venait chercher, tous ceux qui avaient déjà eu des feuds contre Bray Wyatt, que ce soit, Finn Balor pour commencer, Daniel Bryan, même un peu, qu'il y en a le Miz, et puis Roman Reigns, non, je dis pas Roman Reigns, John Cena. Enfin, on a vraiment eu, beaucoup de Braun Strowman aussi, donc c'est un personnage qui faisait beaucoup appel à son propre passé. Est-ce qu'Alexa Bliss va se lancer là-dedans? Et effectivement, ça pourrait être l'histoire, se lancer dans son propre passé à elle. Alors bon, Mickie James, elle est virée, mais pourquoi pas Nia Jax, qui était sa grande copine. On se souvient de douloureuses rivalités là, avec justement le segment où les micros sont restés ouverts quand Nia Jax entend Alexa Bliss et Mickie James dire que en fait Nia Jax elle est grosse et c'est pas leur copine. Ah là là, c'était affreux. C'était affreux, donc c'est peut-être pas la bonne chose à se remémorer pour, espérer cette FUD, je sais pas. Honnêtement, Alexa Bliss, je sais pas quoi espérer, comme tu l'as dit, c'est pas très bon les segments avec, Lily sur la balançoire. Là, elle est pas là, mais bon, je trouve que lui donner des super pouvoirs, à déclencher des flammes façon, Kane ou Bray Wyatt, ça me plaît pas trop non plus. Je vois pas du tout ce que ça peut donner, in ring, si ça peut faire des vrais matchs, donc je suis un peu dubitatif et puis c'est ça qui m'interroge, c'est que en fait, on a donné le main event à ce match-là, pas tant, il faut se l'avouer, pas tant parce que c'est la ceinture féminine et tout, parce c'est surtout parce que, ils ont l'air d'avoir un gros projet Alexa Bliss et qu'ils veulent foutre des effets spéciaux, des flammes et que ça va faire, impressionnant tout ça. Mm. Donc je suis assez mesuré sur mon intérêt sur le truc, mais effectivement, je pense qu'on s'éloigne de la ceinture tag team pour les 2 challengers et on va ouais, peut-être enfin la feud et le split que tonton espérait, même si c'est vrai que, au vu de la reconstruction de la division solo avec, au moins le trio Asuka, Charlotte, Rhea, peut-être Nikki Cross, tout ça, il y a peut-être déjà un peu beaucoup de monde qui commence à arriver. Je suis curieux, mais c'est pas le main event, qui m'a le plus enthousiasmé. En plus avec cette Tamina qui disparaît, sur un move qui est pas très impressionnant, je trouve au final. C'était un peu bizarrement, scénarisé tout ça. Yep, bizarre, bizarre. Ah là, c'est bien bizarre, mais pour nous par contre, la vie continue avec Ketchup et nous on reste sur nos basiques. Donc, la règle à ce moment-là du show, tonton, c'est tout simplement, ben, le mot de la fin. On a fini ce Monday Night Raw. Et je vais te laisser décerner un top, un flop et une note à ce show du 24 mai. J'avais dit 21 au début, je crois. 24, pardon, 24. 24 mai. Et d'ailleurs, je pense que tu as fait un lapsus qui est révélateur. Si tu m'appelles tonton, je pense que c'est parce que tu voulais partir sur la Pardon. vie de tonton d'abord, hein, Ah, peut-être, et qui pardon, nous oui, a laissé. j'étais en train de le lire. Eh ben, tu veux le lire ou tu me laisses le faire? Comme tu préfères, hein. Je le lis. Allez, vas-y. Allez, Je vas-y. travaille un petit peu comme ce que tu fais tout le travail depuis tout à l'heure. Donc, Super, du coup, merci. eh ben, on a un tonton qui est déçu. Je veux dire les choses clairement. C'est un tonton qui était emballé ces dernières semaines et puis qui a un coup de moins bien avec ce Raw, avec beaucoup, beaucoup trop de rematch à son goût. Un Nan Virk qu'il ne supporte plus au micro, qui pense que jamais de la vie il pourra l'écouter de nouveau. Eh ben, bonne nouvelle, tonton. Nous le disons en direct dans Catch-Up. C'est l'info Catch-Up de la journée. Anne Navire s'est fait virer et voilà, il aura tenu quelques semaines. Effectivement, le soutien de tonton, c'était une catastrophe. Suite de la vie de tonton. Donc du coup, bah, il est chaud pour ce qui se passe avec Kofi. Là, il trouve ça ouf. Cario, il pensait vraiment qu'il était plus là, mais donc il est étonné qu'il revienne et puis il est toujours heureux de voir Ricky dans l'histoire. Riddle qui fait son RKO, il a bien aimé aussi.
et par contre, bah, en fait, son bilan de son flop top note, son mot de la fin, voilà, je vais y arriver, il est totalement féminin parce que le flop, c'est pour le main event. Il y en a ras-le-bol de cette rivalité et du temps qui est accordé à cette rivalité. Le top, c'est Charlotte versus Asuka qui était splendide et Charlotte qui est étincelante. Voilà, donc il a kiffé à mort. Et donc, du coup, bah, sa note reflète son coup de froid suite à ce Raw, puisqu'il donne un 2,5 pour ce Raw de transition. Donc voilà pour Tonton. Et me concernant, le flop, Et bah pour moi je vais le donner. Papy, Voilà, pour Papy, du coup. Le flop, je vais le donner à Benjamin versus Benjamin versus Alexander. Pour la raison que j'ai évoquée, je n'arrive pas à accrocher à cette histoire. Et voilà, il faut qu'ils apportent d'autres choses que le fait que ce soit une guerre fratricielle qui n'en est pas une. Parce que du coup, moi, je n'accroche pas. Malgré la qualité du in-ring, ça, il n'y a pas de souci. Le top, du coup, pour donner au in-ring général, parce qu'il a été globalement bon à peu près partout. Si je devais en choisir un parmi le tout, qu'est-ce que je pourrais donner pour changer? Euh, Bah, je vais le donner, tiens, à Riddle contre Woods, qui était vraiment un bon match de catch et à Riddle qui devient de plus en plus intéressant à mesure que l'influence de Randy croît sur lui. Et donc ma note du coup, bah, c'était un bon Raw en fait. Moi j'ai bien aimé tout ce qui se passe dans Raw. Encore, on te répète un peu toutes les semaines, mais c'est division féminine, il y a des trucs sympas. Division masculine, US, tag team, titre majeur, il y a des trucs sympas. Moi, Kofi qui revient dans la title picture, je suis ravi, même si c'est une transition, bah, c'est une belle transition. Par contre, je rejoins un peu Tonton sur le fait que le main event était mal choisi. Enfin, mal choisi. Du coup, il était un peu en dessous du reste. Et donc voilà, donc ça fait que tu finis sur une note un peu moins bonne. Et donc, je vais baisser ma note par rapport aux semaines précédentes et je vais donner un simplement 3. C'est chaud. ouais, moi je suis assez étonné par l'avis de Tonton. Alors effectivement, quand on regarde la liste, on a un paquet de rematchs, ne serait-ce que Charlotte Asuka, mais bon, bah, Tonton nous a dit que c'était son top. C'est vrai que la feud des anciens Hard Business aussi, on l'a déjà vu. Chez Muscario, on l'a déjà vu aussi. Et puis, bah, évidemment, le main event qui a été beaucoup trop revu. Mais je trouve qu'on a eu beaucoup des avancées, des bonnes idées. C'est un bon Raw et j'ai du mal à décerner un flop. Moi, je trouve que ce qui se passe avec Kofi Kingston, c'est cool. Comme tu l'as dit, ce qui se passe avec RK Bro, c'est sympa. La division tag team masculine, voilà, on s'amuse, on se divertit. Je vais peut-être mettre mon flop à Rhea Ripley, qui s'est fait un peu avoir comme une conne. J'ai pas trouvé son acting très bon parce qu'en plus au début du match elle arrête pas de de faire le signe de la montre sur sa main en disant attention attention le timing. J'ai même cru qu'elle avait pas compris les règles au début, qu'elle croyait que c'était Nikki C'est qui qui devait devait la tenir. battre. Ouais, c'était elle qui devait tenir. J'ai dit qu'est-ce qu'elle fout. Et après elle fait genre ah merde j'ai oublié de regarder l'heure alors que c'était juste une minute après. Bon, pas terrible ça, pas terrible. J'ai trouvé ça pas très bien exécuté le fait qu'elle se gourre. J'aurais préféré voir tu vois, un truc un peu plus intelligent de la part de Nikki Cross, genre elle se fait tabasser, elle part à l'extérieur, elle évite un petit peu et puis elle réussit à sauver son timing, mais là, elle a rien réussi. Nikki, c'est juste Rhea qui a complètement oublié les règles. Donc c'était un peu moins bien. Et bah, j'aurais bien mis le top à Xavier Woods aussi, et à Matt Riddle, donc, mais je te le laisse, c'est pour diversifier. Moi, je vais le mettre à Kofi Kingston. Comme ça fera une belle semaine pour le New Day. Kofi Kingston de retour dans la Coffee Mania, Tonton l'a bien dit, c'est assez ouf et ça se passe plutôt bien, ma foi. Il réussit cette étape assez inattendue. Là, je pense qu'il y a ne serait-ce que 2 semaines, on n'aurait pas présagé ça. Moi, j'étais persuadé que en fait, le triple threat de Backlash, c'était un peu l'occasion de transitionner de Drew McIntyre à Braun Strowman en challenger numéro un. Finalement, non. Je souhaite beaucoup de courage à Strowman et j'espère qu'il va vite rebondir, mais je sais pas trop vers quoi il va pouvoir se tourner. Bon, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'absents, donc il y a de la place, hein. Moi, il pourrait feuder contre Jinder Mahal, par exemple, et puis lui rappeler un petit peu qui c'est le patron. Bref, c'était un bon show. Moi, je vais aller un peu plus haut. Je vais mettre 3,25. Il y a pas de souci sur la qualité du spectacle. Et sur le fait qu'on avance, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un Hell in a Cell qui se rapproche, qui est pas du tout booké. Il y a très peu de matchs qui sont annoncés, à part les principaux. Bah, il y a juste à Raw, je pense qu'il y a juste le Charlotte Rhea Ripley hein, qui a été décidé.
mais Mmh. on devine vers où on va tout en n'étant pas tout à fait sûr. Il peut encore y avoir des surprises, des stipus, des machins, donc c'est plutôt, voilà, je trouve que ça donne envie d'être, déjà lundi prochain, et puis, ben, d'être déjà, mardi ou mercredi pour faire la prochaine review, peut-être ensemble. En tout cas, papy, ça a été un plaisir d'avoir été, avec toi sur cette émission, hein. On s'est bien régalé là. Plaisir partagé et c'est vrai que c'est des bons moments zéro en ce moment. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas enchaîné des shows intéressants comme ça semaine après semaine. Ouais, on est sur une bonne phase, donc Hell in a Cell est dans une, good road. On verra si ça fait un bon pay-per-view. Peuple de Ketchup, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, si vous trouvez qu'on est dans une phase, d'embellie chez Monday Night Raw ou si vous êtes déçus comme tonton, hein, qui est un peu dans le creux là. Pour tout ça, bah, sur YouTube, vous vous abonnez, vous écoutez, vous commentez, vous tapez la cloche. Sur le plateforme de podcast, pardon, donc c'est Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Les réseaux sociaux pour répondre au sondage Tweetos de Tonton Chris, sur Instagram ou sur Facebook Catchup CDC, et puis venez nous voir sur le Discord de Catchup. Si vous avez quelques instants, bah, n'hésitez pas à prendre une pause et à vous interroger sur l'apport du Fiend et la carrière du Fiend, ce personnage démoniaque depuis 2 ans à la WWE. On en a fait une émission, un comptoir du catch. N'hésitez pas, encore une fois, on le répète, mais c'est notre petite fierté, le podcast You Talk Too Much avec Jean Brassard et puis celui avec Ravage aussi. On est à fond là en ce moment. On a du gros poisson et ça n'est pas fini. Et puis bien sûr, Catch Up a fêté ses 5 ans, donc le podcast anniversaire qui va sortir incessamment sous peu. Prenez votre temps, faites-le en soirée comme on l'a fait. On a passé 3 heures, on s'est bien amusé, on a raconté nos vies, on a répondu à toutes vos questions. C'est une véritable FA Catch Up, FAQ. Donc, bah voilà, on est sur la route, on continue. Et puis merci papy d'avoir été présent pour ce Monday Night Raw. Bah, encore une fois, merci pour l'invite et puis voilà, c'est effectivement il y a beaucoup de choses à écouter donc n'hésitez pas, même moi en tant que membre de l'équipe, j'ai pas encore eu le temps de tout écouter tellement il y a de contenu et je retourne, écouter la fin du comptoir du catch, sitôt l'enregistrement terminé. Et bah c'est parti, allez, bah, bonne écoute papy, bonne écoute peuple de Catch-Up, merci à tous, bonne semaine pleine de catch, et à très bientôt sur Catch-Up. Ciao. Salut à tous, salut Raphaël! Peuple de Catch-Up. Peuple de catch-up en fait. Et du coup, Addan Virk, bah, ciao ciao, petit ange. Petit ange parti trop tôt ou plutôt parti trop tard, me concernant?